Vous pouvez relire votre cours d'anatomie 5 fois et tout oublier une semaine après. Le problème n'est pas que vous avez une mauvaise mémoire. Le problème, c'est que la relecture vous donne l'impression de connaître sans vous obliger à réellement retrouver l'information. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode simple pour apprendre l'anatomie de façon plus durable avec des schémas du rappel actif et de la répétition espacée. L'anatomie est souvent l'une des premières matières qui décourage les étudiants en médecine. Il y a beaucoup de structures, beaucoup de noms, beaucoup de rapports anatomiques et parfois on a l'impression qu'il faut simplement tout apprendre par cœur. Alors on relit le cours, on surligne, on regarde encore une fois le même schéma et pendant la relecture, tout semble clair. Mais quelques jours plus tard, devant un QCM ou une planche anatomique, c'est le trou noir. Pourquoi? Parce que reconnaître une information n'est pas la même chose que la retrouver. Quand vous réalisez une page, votre cerveau reconnaît les mots. Il se dit, oui, ça, je l'ai déjà vu. Mais à l'examen, la page n'est pas devant vous. Vous devez produire l'information vous-même. C'est pour cette raison que la relecture seule ne fonctionne pas. Elle est utile pour découvrir un chapitre, mais elle ne suffit pas pour mémoriser durablement. La bonne méthode repose sur 3 éléments. Premièrement, construire une représentation visuelle. Deuxièmement, pratiquer le rappel actif. Troisièmement, revoir l'information à des intervalles espacés. Commençons par la représentation visuelle. L'anatomie n'est pas une matière qui doit être apprise uniquement avec des phrases. L'anatomie décrit des formes, des positions, des trajets et des relations dans l'espace. Il faut donc la transformer en image mentale. Prenons un exemple simple. Vous voulez apprendre une artère. Ne mémorisez pas seulement son nom et ses branches. Posez-vous 4 questions. D'où part-elle? Quel trajet suit-elle? Avec quelle structure elle est en rapport? Quel territoire vascularise-t-elle? Vous créez ainsi une petite histoire anatomique. L'artère naît quelque part. Elle voyage. Elle croise certaines structures. Puis elle arrive dans un territoire précis. Cette logique est beaucoup plus facile à retenir qu'une liste isolée. Vous pouvez appliquer la même méthode à un nerf. Quelle est son origine? Quel est son trajet? Quelles sont les branches? Quelle est sa fonction? Et qu'est-ce qui se passe-t-il s'il est lésé? À partir de là, vous pouvez construire une carte mentale anatomique. Au centre de la feuille, vous placez la structure principale. Par exemple, le nerf facial. Autour, vous créez quelques branches simples. Origine, trajet, branche, fonction, clinique. Le but n'est pas de fabriquer un dessin magnifique. Le but est de montrer des relations. Une carte mentale utile doit être simple. Elle ne doit pas devenir un nouveau polycopier miniature. Une couleur peut représenter les fibres motrices, une autre couleur peut représenter les fibres sensitives, une flèche peut représenter le trajet. Un petit symbole peut représenter une lésion clinique. Mais attention, le schéma ne doit pas seulement être regardé, il doit être reconstruit. C'est ici que le rappel actif devient important. Le rappel actif consiste à fermer le cours et à essayer de retrouver l'information sans aide. Par exemple, vous regardez une planche du plexus brachial pendant quelques minutes. Ensuite, vous la cachez. Et sur une feuille blanche, vous essayez de redessiner ce que vous avez retenu. Vous notez les racines, puis les troncs, puis les divisions, puis les faisceaux, puis les branches terminales. Au début, votre dessin sera probablement incomplet, c'est normal. Vous comparez ensuite avec le schéma original. Vous corrigez les erreurs, puis vous recommencez. L'apprentissage se produit surtout au moment où vous essayez de retrouver l'information, pas seulement au moment où vous la regardez. Autre possibilité, vous pouvez vous poser des questions. Quels nerfs crâniens sont purement sensitifs? Quels nerfs sont purement moteurs? Quels nerfs ont une fonction mixte? Quels nerfs innervent le muscle droit latéral? Quels nerfs contrôlent le muscle oblique supérieur? Vous répondez d'abord sans regarder le cours. Vous pouvez vérifier. Vous pouvez utiliser des cartes de révision, mais elles doivent tester une information précise. Évitez les cartes trop longues comme donner tout ce que vous savez sur le nerf facial. La question est trop large. Préférez des questions courtes. Par quel foramen le nerf facial quitte-t-il le crâne? Par exemple, quelle est la fonction de la corde du tympan? Quelle lésion provoque une paralysie de toute une moitié du visage? Une bonne question doit avoir une
réponse claire. Ensuite, il faut organiser la répétition espacée. La répétition espacée signifie que vous revoyez l'information plusieurs fois, mais pas 10 fois le même jour. Vous espacez les révisions. Par exemple, vous apprenez un schéma aujourd'hui. Vous essayez de le reconstruire demain, puis 3 jours plus tard, puis une semaine plus tard, puis 2 semaines plus tard. À chaque révision, vous commencez sans le cours. Vous testez ce qui reste dans votre mémoire. Ensuite seulement, vous corrigez. Vous n'avez pas besoin d'utiliser exactement les mêmes intervalles pour tous les chapitres. Une structure difficile peut être revue plus souvent. Une structure bien maîtrisée peut être espacée davantage. Le principe est simple. Plus une information est fragile, plus elle doit revenir rapidement. Plus elle devient solide, plus vous pouvez espacer la révision. Voyons maintenant comment appliquer cette méthode à un sujet difficile, les nerfs crâniens. Beaucoup d'étudiants essayent d'apprendre les 12 nerfs dans une seule grande liste. Le problème, c'est que tous les éléments se mélangent. Il vaut mieux les organiser en plusieurs couches. Première couche, le numéro et le nom. Deuxième couche, la fonction principale. Troisième couche, le passage dans le crâne. Quatrième couche, les signes de lésion. Vous pouvez d'abord classer les nerfs en 3 groupes, sensitifs, moteurs, mixtes. Ensuite, vous ajoutez progressivement les détails. Par exemple, pour le nerf abducens, le 6e nerf crânien, vous retenez d'abord une seule idée centrale. Il commande le muscle droit latéral. Donc, il permet l'abduction de l'œil. Si le nerf est lésé, l'œil ne peut plus aller correctement vers l'extérieur. Le patient peut présenter une diplopie horizontale. Vous avez maintenant relié l'anatomie, la fonction et la clinique. Cette connexion rend la mémorisation beaucoup plus solide. Pour le plexus brachial, utilisez également une construction progressive. Ne commencez pas directement par toutes les branches collatérales. Apprenez d'abord le squelette. On a la racine, les troncs, les divisions, les faisceaux et les branches terminales. Quand ce squelette est solide, ajoutez les détails. Sinon, vous essayez de placer des branches sur une structure que vous ne maîtrisez pas encore. C'est comme décorer une maison avant d'avoir construit les murs. Une séance d'anatomie efficace peut donc suivre cette structure. D'abord, vous observez et vous comprenez le schéma. Ensuite, vous fermez le support. Vous reconstruisez le schéma sur une feuille blanche. Puis, vous vérifiez vos erreurs. Enfin, vous transformez les points importants en questions courtes. Quelques jours plus tard, vous recommencez directement par le test, pas par la relecture. L'objectif n'est pas de connaître parfaitement le chapitre à la fin de la première séance. L'objectif est de rendre le souvenir un peu plus solide à chaque récupération. Mini-cas clinique. Prenons un exemple. Un patient présente une faiblesse de l'épaule après une blessure. Il a des difficultés à commencer l'abduction du bras. Vous avez appris que le muscle supraépineux initie les premiers degrés de l'abduction. Vous savez aussi qu'il est innervé par le nerf suprascapulaire. Ce nerf provient principalement des racines C5 et C6 à partir du tronc supérieur du plexus brachial. Vous ne récitez plus une liste abstraite. Vous partez du mouvement déficitaire, vous identifiez le muscle, puis le nerf, puis la partie du plexus concernée. C'est ainsi que l'anatomie devient clinique et logique. Les points à ne pas oublier. Pour les examens, retenez surtout ceci. La relecture crée souvent une illusion de maîtrise. Le rappel actif doit commencer très tôt, même lorsque vous ne connaissez pas encore parfaitement le chapitre. En anatomie, apprenez toujours une structure avec son origine, son trajet, ses rapports, sa fonction et sa conséquence clinique. Construisez d'abord le squelette général avant d'ajouter les détails. Et surtout, testez-vous à partir d'une feuille blanche, d'une planche non légendée ou des questions courtes. Erreurs fréquentes. La première erreur est de passer trop de temps à faire de beaux schémas. Un schéma est un outil de mémorisation, pas une œuvre d'art. La deuxième erreur est de relire la réponse immédiatement dès qu'on hésite. Essayez d'abord de chercher réellement dans votre mémoire. Même quelques secondes d'effort sont utiles. La troisième erreur est de créer des cartes de révision trop longues. Une carte doit tester une idée précise. La quatrième erreur est de vouloir apprendre tous les détails dès le premier passage. Commencez par l'organisation générale, puis ajoutez progressivement les branches, les rapports et les exceptions. Enfin, ne confondez pas répétition et répétition espacée. Relire 10 fois aujourd'hui est moins utile que retrouver l'information plusieurs fois sur plusieurs jours.
Pour terminer, pour mémoriser l'anatomie, ne vous contentez pas de relire. Transformez les structures en schémas simples et logiques. Fermez ensuite le cours et reconstruisez l'information par rappel actif. Répétez ce test sur plusieurs jours avec des intervalles de plus en plus longs et reliez toujours l'anatomie à la fonction et à la clinique. Si cette méthode vous aide, dites-moi en commentaire quel chapitre d'anatomie vous semble le plus difficile et abonnez-vous pour apprendre la médecine avec plus de clarté et moins de mémorisation aveugle.